Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition du général Richard Lisuré, le directeur général de la Gendarmerie nationale qui s'est exprimé hier devant les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense sur le budget 2018. Mais voilà, cette audition a été percutée par l'actualité, par l'affaire Maëlys et la polémique naissante alors que le procureur de Grenoble estime qu'il y a des fuites dans l'instruction qu'il impute aux gendarmes. Alors le patron de la gendarmerie a défendu les gendarmes et d'ailleurs il a eu dès le début de l'audition le soutien du président de la commission, le sénateur Les Républicains, Christian Cambon, qui a jugé que cette polémique est extravagante et qu'elle nourrit les réseaux sociaux. Sachez qu'une enquête a été ouverte mardi à ce sujet, une enquête qui fait suite à la plainte qui a été déposée par l'avocat de la défense dans l'affaire Maëlys. Sachez également que lors de cette audition est également intervenu les sénateurs socialistes Yannick Vaugrenard, qui a lui estimé que la commission devait être neutre dans cette affaire et qu'il était urgent, je le cite, d'attendre. Voyez donc tout de suite l'audition du général Richard Lisuré. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le général Richard Lisuré, directeur général de la gendarmerie, qui vient lui aussi nous parler du projet de loi de finances 2018. C'est la seconde fois, mon général, depuis votre désignation, que nous avons le plaisir de vous recevoir. Mais comme vous pouvez le constater, la commission a été largement renouvelée. Autant dire que c'est avec un grand intérêt que nous allons vous entendre. Vous savez combien notre commission reste attachée à la gendarmerie, même depuis qu'elle relève pour son emploi du ministère de l'Intérieur et non plus celui de chargé de la Défense. Mais nous savons que ces personnels restent en majorité des militaires et c'est ce qui constitue, malgré des velléités de rapprochement qui tendent parfois à oublier, à omettre cette spécificité indispensable, c'est ce qui constitue cette principale différence avec l'autre grande force de sécurité intérieure, la police nationale. En outre, vous le savez, chers collègues, la gendarmerie remplit un certain nombre de missions militaires, certes minoritaires par rapport à son activité globale, mais qui nous intéressent tout particulièrement. Alors, nous allons faire le point d'un certain nombre de sujets, mais d'ores et déjà, je voudrais vous faire part de notre sympathie dans la polémique extravagante qui vient d'éclater entre un procureur de la République de Grenoble et la gendarmerie, avec des déclarations qui sont assez surprenantes. Et nous voulons vous redire notre confiance et notre amitié, parce que ce genre de polémique qui après nourrit les réseaux et tous les gens qui s'expriment sur ce sujet et qui ferait mieux de tourner 7 fois leur langue avant de parler, nous a, et moi personnellement, beaucoup surpris. En tous les cas, je voulais vous dire notre sympathie, mais elle n'est pas simplement fondée sur ça, mais je voulais vous le dire à cette occasion. Alors ensemble, mon général, nous voulons faire le point sur la menace terroriste et sur le rôle joué par la gendarmerie nationale dans l'analyse de cette menace. Votre arme est présente sur la plus grande partie du territoire national. Vous avez perfectionné au cours des dernières années l'organisation de votre fonction renseignement pour mieux capter ce que l'on appelle les signaux faibles de la radicalisation. Outre le rôle de renseignement assumé par toutes les unités, il existe en effet dorénavant 73 antennes du renseignement territorial, les fameuses ART qui regroupent 150 gendarmes. Vous aurez l'occasion de nous dire si cette organisation vous a permis de mieux déceler les phénomènes de radicalisation. Est-ce qu'il existe un véritable continuum entre gendarmerie et police, entre le renseignement capté sur le terrain et le travail des services spécialisés qui permettrait de faire circuler l'information de manière fluide jusqu'au service le mieux à même d'y donner les suites plus adaptées? On sait que ce n'était pas le cas toujours dans le passé et que ça a alimenté une filmographie importante sur la rivalité entre police et gendarmerie, mais vous nous éclairerez sur l'état actuel de ce sujet. En ce qui concerne l'activité de la gendarmerie, nous sommes évidemment naturellement préoccupés, et je l'ai évoqué hier dans la reprise de parole auprès de la ministre, nous sommes préoccupés par l'application de la directive européenne temps de travail. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur les quelques 6000 ETP qu'a déjà coûté cette mise en œuvre et surtout sur la suite, les conséquences qu'aurait une telle décision sur laquelle, je le sais, le président de la République a décidé de se battre et c'est une bonne chose pour exempter les forces militaires et la gendarmerie de la directive travail qui n'a aucun sens dans la spécificité des missions qui sont les vôtres. Modernisation permanente de la gendarmerie et de ses outils informatiques. Là aussi, vous nous direz comment cette modernisation permet d'accroître
la productivité des personnels, ce qui vous permet justement de rattraper en quelque sorte les charges qui vous ont été imposées, et comment vous avez la possibilité de faire décharger une partie de vos hommes en partie des tâches les plus répétitives au profit de celles qui ont du sens. Vous m'avez parlé d'un dispositif l'autre jour tout à fait extraordinaire et qui va effectivement révolutionner nos gendarmeries territoriales et la gendarmerie d'une manière générale. Vous nous en direz un mot. Quelles sont les évolutions que vous attendez dans ce domaine? Est-ce que les crédits prévus au programme gendarmerie pour 2018 vont vous permettre de poursuivre cet effort? Enfin, nous avions été très attentifs l'an passé à l'annonce de l'expérimentation des brigades territoriales de contact, BTC. Elles sont censées permettre de revitaliser le lien entre les gendarmes et les citoyens et associer davantage les élus, chers collègues, à l'action de la gendarmerie dans les territoires. Où en est cette expérimentation? Est-ce qu'elle va se poursuivre en 2018? Nous serons évidemment attentifs à ces éléments de réponse. Vous connaissez la règle, on va essayer de la tenir. Et donc vous avez une quinzaine de minutes avant que nos deux rapporteurs, Philippe Paul et Yannick Vaugrenard, vous interrogent, puis le cas échéant des membres de notre commission. Cette audition, cette fois-ci, est filmée, elle va être transmise sur le site internet du Sénat. Donc la parole est libre, non seulement pour vous, mais aussi pour nos collègues, parce que des fois, je tiens mes collègues par la confidentialité par rapport à certains de nos invités. En général, vous avez la parole pour présenter votre budget. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci tout d'abord de m'accueillir pour me permettre d'échanger sur le budget de la gendarmerie et surtout sur son évolution et les grandes priorités de la prochaine année notamment. Et je souhaitais également vous remercier sincèrement pour le soutien de l'ensemble de la Commission à l'égard des enquêteurs, notamment les enquêteurs mis en cause dans une affaire récente. Dans cette affaire, je ne souhaiterais pas rajouter de la polémique, mais je pense d'abord à la petite Maëlys, parce que c'est pour elle que nous travaillons, c'est pour elle que nous nous engageons et c'est pour elle que nous nous mobilisons. Et je crois que, en tout cas, nous avons le devoir de poursuivre le travail qui est fait, qui est un travail d'importance, qui associe de nombreux enquêteurs, mais aussi, au-delà des enquêteurs, une communauté locale et des citoyens qui ont participé aux recherches, qui ont contribué à la recherche du renseignement. Et je souhaitais vraiment remettre au centre du débat le plus important. Finalement, le plus important, c'est cette petite fille et la manifestation de la vérité. Et je crois qu'en tout cas, je suis très sensible au soutien de la Commission au profit de mes enquêteurs. Merci. Sur la partie gendarmerie nationale, donc, je souhaitais donc, en quelques minutes esquisser un petit peu les grandes priorités. La gendarmerie nationale, aujourd'hui, est dans un mouvement qui est contraint, je dirais, ou en tout cas appuyé par la menace terroriste que vous avez évoquée, Monsieur le Président. Cette menace terroriste a impacté notre mode de fonctionnement, a modifié nos modes d'action, mais elle ne n'efface pas totalement et elle n'efface pas le reste de l'activité de la gendarmerie nationale, notamment concernant la délinquance quotidienne, celle des cambriolages. Elle n'efface pas les problématiques d'insécurité routière. Et il nous faut donc intégrer dans un spectre beaucoup plus large et de manière beaucoup plus agile l'ensemble des menaces de manière à pouvoir y faire face. Je souhaiterais articuler mon propos en 3 points. D'abord, la sécurité des personnes, puis la sécurité des biens, et enfin la sécurité des données et la sécurité numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a donc trois domaines dans lesquels nous sommes chargés d'assurer la sécurité de nos concitoyens. La sécurité des biens, c'est la mission la plus classique. Ça renvoie à la menace, effectivement, de la délinquance. Ça renvoie aussi à la menace terroriste, la sécurité des personnes. La sécurité des personnes, c'est la lutte contre les attentats. C'est la lutte contre toute cette menace au quotidien. Aujourd'hui, nous avons un terrorisme dit low cost, qui s'appuie sur des armes sophistiquées parfois, des explosifs parfois, mais aussi sur des armes du quotidien, des couteaux. On descend dans la rue, on agresse quelqu'un avec un couteau et on mène une action terroriste. Donc c'est vrai que ce terrorisme qui finalement est présent sur la totalité de notre territoire doit être pris en compte. Il a été pris en compte, nous avons évolué, à la fois au plan ministériel et au plan de l'organisation de la gendarmerie nationale. Au plan ministériel, nous avons mis en place une capacité d'intervention partagée, un schéma national d'intervention, dans lequel s'inscrivent les grandes forces d'intervention, que sont donc le RAID pour la police nationale, la BRI pour la préfecture de police et le GIGN pour la gendarmerie nationale. Les antennes régionales de ces différentes composantes traduisent localement cette intervention spécialisée.
On a remplacé dans ce domaine-là, pour être plus efficace, le principe de compétence territoriale par le principe de proximité. Il y a quelques années, le GIGN intervenait dans la zone gendarmerie, le RAID intervenait dans la zone police. Aujourd'hui, évidemment, on voit bien que la cinétique rapide des crises et des attentats terroristes nous oblige à remettre ça en cause. Et on a mis en place le schéma national d'intervention qui conduit l'unité la plus proche, quelle que soit sa zone de compétence, à intervenir sur l'événement qui a lieu. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est dans le fonctionnement, je dirais, de ces forces d'intervention, un mouvement qui est assez important et assez exceptionnel au plan de la conception de l'action. Nous avons également durci la capacité d'intervention et de protection de nos unités territoriales. Aujourd'hui, n'importe quelle patrouille de gendarmerie ou de police peut se trouver confrontée à une action terroriste. C'est le cas aussi d'ailleurs pour nos camarades des armées. On voit bien que régulièrement, ils peuvent être la cible d'une attaque terroriste. Il nous faut donc mettre en place des dispositifs de protection individuelle, protection collective avec des véhicules qui sont davantage renforcés, mais aussi une capacité de riposte. On a mis en place dans les unités au plus près un certain nombre de capacités d'engagement offensives, et je pense notamment aux PSIC sabres, donc les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui sont mis en place au niveau de chaque compagnie territoriale. On en a 450 en tout. On en a transformé un tiers en PSIG durcis, 10 sabres, dans lesquels on a plus de professionnels, on a plus de moyens offensifs et défensifs, et on a une capacité de mobilité plus importante. Donc on a un plan qui a été mis en place et qui se terminera donc en 2018 avec la mise en place des 150 PSIC sabres qui permettent de répondre dans la profondeur du territoire à toute menace terroriste en moins de 20 minutes, puisque c'est le contrat opérationnel qui nous a été fixé par le ministre de l'Intérieur. On a également eu un travail en matière de renseignement. Vous l'évoquiez, Monsieur le Président, la question du renseignement est centrale dans cette lutte contre le terrorisme. Les unités territoriales font leur travail de recherche d'information. Ce travail de recherche d'information, il se nourrit de tous les contacts, à la fois des personnels actifs, mais aussi des réservistes. Et à la fois des réservistes quand ils sont en activité de service, mais quand ils sont également chez eux. Cette information est ensuite remontée au niveau de chaque département, à la fois au niveau du groupement de gendarmerie départemental, mais aussi dans le service départemental de renseignement territorial. Ce service départemental de renseignement territorial est un service partagé, police-gendarmerie, dans lequel on a donc des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie dans chaque département. Les informations sont ensuite travaillées, analysées, transformées en renseignements, et ce renseignement ensuite a vocation à remonter. Il remonte vers la centrale, vers le service central de renseignement territorial, où là aussi nous avons des policiers et des gendarmes. Aujourd'hui, sur l'ensemble des effectifs du renseignement territorial, 10% des effectifs sont des effectifs de gendarmerie. On est donc partie prenante dans ce dispositif de remontée d'informations. Ces signaux faibles qui sont récoltés ici ou là par les gendarmes, mais aussi par la sécurité publique, sont ensuite analysés, traduits en renseignements au niveau central, transmis à la Direction générale de la sécurité intérieure si la menace est plus précise, si le renseignement est plus inquiétant, et la Direction générale de la sécurité intérieure ensuite procède aux actions nécessaires sur le haut du spectre, de manière à pouvoir neutraliser telle ou telle tentative d'attentat terroriste. Donc ce domaine du renseignement a fait l'objet depuis quelques années, vous le voyez, d'une évolution majeure, avec un renseignement qui était, il y a quelques années, juxtaposé. La gendarmerie nationale avait sa chaîne, la police nationale avait sa chaîne. Aujourd'hui, nous avons une chaîne partagée qui, jusqu'au plus haut niveau des structures et des institutions, produit un renseignement qui est totalement commun. Et ça, c'est quand même un événement important. Et c'est vrai que le travail que nous avons fait sur la menace terroriste nous a conduit à ce système qui est aujourd'hui, me semble-t-il, plus vertueux que le précédent. La menace terroriste n'est pas la seule, s'agissant des menaces contre les personnes et les biens. Nous avons également toute la délinquance quotidienne, la délinquance dite de masse, les cambriolages qui sont malheureusement en augmentation régulière par un double effet. Le premier effet, le premier phénomène, c'est celui de la délinquance de proximité, d'opportunité. C'est aujourd'hui une délinquance minoritaire. En matière de cambriolage, la délinquance majoritaire, c'est celle de la criminalité, de la délinquance organisée, souvent des structures pyramidales, commandées de l'étranger et qui investissent telle ou telle région, tel ou tel département et qui ensuite progressent de manière quasi militaire, j'allais dire.
on a démantelé un certain nombre d'organisations dans ce domaine-là, et on a bien vu qu'on avait d'une part des donneurs d'ordre à l'étranger, ensuite des structures d'encadrement sur le territoire national, au niveau régional, puis des cadres de contact, si je puis dire, et enfin des hommes de main ou des femmes de main qui sont généralement des mineurs. Des mineurs, pourquoi? Parce qu'effectivement, sur le plan juridique, c'est moins facile de les neutraliser, ou en tout cas de les mettre notamment sous écrou. Et on voit bien que ces mineurs, aujourd'hui, sont formés, parfois même dressés, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on exerce sur eux des violences pour les forcer finalement à voler, pour les forcer à mener des infractions, des cambriolages. Et ensuite, ils ont un objectif de résultat par jour. Donc on voit que cette criminalité qui s'exprime dans des cambriolages, en réalité, est une criminalité de plus en plus organisée. Et nous travaillons sur ces phénomènes, notamment grâce à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, qui est en charge, qui est un organisme police-gendarmerie, et qui est en charge de la lutte contre ce type de délinquance. Nous avons également le service central de renseignement criminel qui agrège la totalité des données, la totalité des modes opératoires et toutes les procédures qui sont établies pour détecter, mettre à jour tel ou tel phénomène dans une région, dans un département ou dans une zone. Et ça, c'est des outils sur lesquels je reviendrai, qui, en termes aujourd'hui d'analyse de situation, sont extrêmement importants et que nous souhaitons développer. Ce service central de renseignement criminel est un service central sur lequel nous faisons un effort, d'abord pour la connaissance des phénomènes d'aujourd'hui, mais surtout pour la prévision de ceux de demain. Et je vais vous parler rapidement de la prédictivité. Nous sommes en train de travailler, notamment en Aquitaine, sur la capacité à prévoir non pas le cambriolage à tel endroit, mais l'occurrence des phénomènes. On a intégré dans une base de données, dans une application, la totalité des données en matière de délinquance et de criminalité, mais aussi la totalité des données en matière de météo, en matière de données socioprofessionnelles, en matière économique. Donc toutes les connaissances, toutes les données existantes, on les a intégrées dans ce calculateur, et à travers un algorithme que je serais bien en peine de vous expliquer, mais je fais confiance à mes spécialistes, nous déterminons une espèce de météo de la délinquance. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, tiens, a priori, dans telle zone, la semaine prochaine, il y a une forte occurrence de montée des cambriolages. Donc, pour l'instant, on s'est concentré sur les cambriolages parce que ça permet aussi d'affiner un peu la méthodologie. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais ça nous permet d'orienter davantage les patrouilles. Mon objectif, c'est celui-là. Évidemment, plutôt que de faire des patrouilles dans l'absolu et de couvrir le territoire de manière un peu irréfléchie, l'idée, c'est d'être aidé, orienté, pas contraint, mais aidé et orienté par un outil qui nous dit, tiens, voilà, a priori, vous devriez aller dans cette zone-là parce que c'est là où il y a plus d'occurrences, plus de chances ou plus de risques d'avoir tel ou tel type d'infraction. Vous voyez, donc à partir d'un phénomène aujourd'hui existant, celui de l'atteinte au bien, on est aussi amené à travailler sur ce chapitre de modernisation que vous évoquiez, Monsieur le Président, mais qui me paraît aussi important à intégrer dans notre réflexion et dans notre mode d'action. La sécurité des biens, c'est aussi la sécurité des échanges qui se font tous les jours sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons sur le territoire des personnes qui circulent, des biens qui circulent. Ces biens sont de valeur inégale, mais parfois de valeur très importante. Et plus on s'approche de la fin de l'année, et plus les frais et les chargements sont importants, sont de valeur importante. Il était essentiel pour nous de réfléchir sur cette sécurité des mobilités. La sécurité des mobilités est un axe stratégique important pour nous, pour assurer la sécurité à la fois de nos concitoyens qui circulent, dans les trains, dans les transports publics, que ce soit d'ailleurs les transports publics dans les métropoles ou en dehors des métropoles, mais ça permet aussi de suivre, là où c'est fait par les opérateurs aujourd'hui, des frais sensibles. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérateurs desquels nous nous sommes rapprochés et qui ont déjà géolocalisé leur cargaison. Typiquement, les cargaisons de tabac aujourd'hui représentent une valeur certaine. Il est important pour nous d'agréger ces données, de se faire communiquer le plus rapidement possible les alertes lorsqu'il y a un incident, et ces opérateurs les ont déjà, et à partir de cette alerte, de mettre en relation l'événement avec la patrouille la plus proche. Cette patrouille la plus proche,
on n'a pas vocation à la diriger du niveau central, mais en revanche, on a vocation à l'activer pour lui dire, tiens, vous avez un incident à tel endroit, il va falloir vous y rendre. Ce sera facilité, vous l'évoquiez, Monsieur le Président, par un dispositif nouveau qui s'appelle NeoGend, puisque d'ici la fin de l'année 2017, nous allons affecter à chaque gendarme départemental une tablette ou un smartphone, donc du type classique, smartphone ou tablette, qui comprend la totalité des outils métiers existants aujourd'hui. En clair, le gendarme, il emmène son bureau avec lui. Il a accès à sa messagerie opérationnelle, à sa messagerie interpersonnelle, à sa documentation et à l'ensemble des fichiers existants auxquels il est habilité à accéder. Et à travers cet outil, qui est déjà en place à titre expérimental depuis quelque temps dans le département du Nord et dans la région Bourgogne, le gendarme peut, par exemple, en prenant votre pièce d'identité, faire interroger immédiatement la totalité des fichiers existants et avoir la réponse en quelques secondes. Avant, il fallait à chaque fois reprendre le nom, retaper, avec des sources d'erreurs, bien sûr. Il fallait interroger chaque fichier individuellement. Aujourd'hui, la machine, finalement, fait l'interface et elle interroge, elle, individuellement chaque fichier, mais c'est transparent, puisque en quelques secondes, on a la réponse immédiate. Et ça, ça va être un gain de temps énorme. Là, on parlait de rationalisation, d'efficience. C'est vrai que là, on va gagner du temps pour contrôler aujourd'hui un bus de 45 places. Avant, il fallait 2 heures. Aujourd'hui, il faut 20 minutes. Donc, on voit bien l'efficience, en tout cas, l'avancée de ce dispositif. Dans ce dispositif NeoGend, on va mettre d'autres types de facilités ou d'applications. L'application Opération Tranquillité Vacances, ça permettra à chaque gendarme de savoir, avec sa cartographie et sa géolocalisation, à quel endroit se trouvent les propriétés qui ont été signalées comme étant abandonnées, ou si je puis dire, désertées pendant les vacances. Ça lui permettra de savoir à quel endroit il n'a pas été depuis plus de 48 heures. Ça lui met en code couleur. Quand c'est vert, il l'a vu, ou quelqu'un l'a vu la veille. Quand c'est rouge, on ne l'a pas vu depuis 48 heures. Et quand c'est noir, ça veut dire qu'il est temps d'y aller et d'aller vérifier. Donc là, on a aussi une aide au service, au fonctionnement, pour rendre un meilleur service public et un meilleur service aux concitoyens. On a travaillé actuellement sur d'autres types d'applications qui ne sont pas encore développées, celles notamment sur les procès-verbaux d'accident. Aujourd'hui, un procès-verbal d'accident, ça prend une demi-journée à un gendarme pour prendre des photos, faire sa planche photo, faire le croquis d'accident, parce que tout ça, c'est évidemment extrêmement précis. Demain, avec cet outil, il prendra des photos qui, de fait, sont géolocalisées nativement et qui ensuite seront immédiatement mises dans une annexe sans même qu'il ait quoi que ce soit à faire quasiment. Et lorsqu'il prendra des photos, elles sont géolocalisées, elles seront mises automatiquement sur une cartographie, il n'aura plus besoin de faire de croquis. En fait, le croquis se fera quelque part tout seul. Aujourd'hui, vous voyez, une demi-journée consacrée, demain, finalement, il prend des photos, il prend quelques éléments, et quand il rentre à la brigade, son procès-verbal, il est quasiment établi. Pas tout à fait, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, là, on gagne du temps. On a également une application qui est d'ores et déjà en vigueur sur le matériel, ça s'appelle GendNote. Le gendarme, à l'occasion de ses patrouilles, à l'occasion de ses contacts avec la population, est amené à prendre telle ou telle déclaration. Il y a de nombreuses années, on avait un carnet de déclarations. Donc le gendarme avait son carnet, il notait. Quand il rentrait à la brigade, il recopiait. Aujourd'hui, il prend des notes sur son smartphone ou sa tablette, et ces notes sont immédiatement intégrées dans le logiciel de rédaction de procédure. Il n'est pas obligé de les retaper, et elles sont dans les bases. Il revient à la brigade, son procès-verbal, il est déjà rempli, puisque ce qu'il a écrit sur le terrain, c'est déjà dedans. Et c'est l'ordinateur, c'est l'application qui va puiser les renseignements pour alimenter toutes les données statistiques et toutes les données en termes de renseignements. Donc là aussi, on a un gain de temps énorme. On a en tout cas des possibilités d'évolution qui, accompagnées par la technologie, nous permettront de changer le métier du gendarme. Changer le métier, pourquoi faire? Changer le métier, en fait, pour aller au contact de la population. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est un axe stratégique majeur. Il faut que le gendarme retrouve le chemin des autres et il faut que la population et les élus voient davantage les gendarmes. On a pu, ici ou là, avoir une distance plus grande pour plein de raisons. Parce qu'on a beaucoup plus travaillé la technologie, la technique d'intervention. On a créé des communautés de brigades, ce qui nous a fait dissoudre un certain nombre d'unités. On a dissous dans les 10 dernières années près de 600 brigades territoriales. De ce fait, on a évidemment abandonné quelques parties du territoire sur lesquelles on continue à être présent, mais on n'est évidemment pas présent de la même façon quand on patrouille que quand on y vit directement.
Et le moment est venu, et le ministre de l'Intérieur a validé cette approche, pour reprendre pied, retrouver finalement l'ADN de notre métier, qui est celui du contact avec la population. Ce contact, c'est prendre du temps pour aller vers les autres, prendre du temps pour contacter les élus, pour les informer de ce qui se passe, pour échanger avec eux, échanger avec vous, et surtout pour recueillir du renseignement, parce que le contact, ce n'est pas une finalité en soi, bien entendu, ça permet de rassurer la population, mais ça permet aussi de récupérer du renseignement, de l'information, qui ensuite va nourrir la chaîne que j'évoquais tout à l'heure. Ce contact, pour moi, c'est un axe stratégique majeur. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, depuis le début d'année, des brigades de contact, comme vous l'évoquiez, Monsieur le Président, une trentaine de brigades de contact qui ont comme seule mission, comme mission exclusive, d'aller au contact de la population. C'est-à-dire qu'on les a déchargés de toutes les autres missions. La police de la route, elle est faite par la brigade motorisée compétente. L'intervention, elle est faite par le peloton de surveillance et d'intervention. Les accidents sont traités par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, sauf urgence, évidemment, s'il y a une urgence au pied de la brigade, ils y vont, mais sinon, ils n'ont comme seule mission que le contact avec la population. On a fait un retour d'expérience récent. Alors, le retour d'expérience et l'évaluation, pour moi, c'est à la fois de l'interne, mais c'est avant tout de l'externe. Ceux qui sont le mieux placés pour me dire si ça marche, c'est vous. Ceux qui sont le mieux placés pour me dire si ça marche, c'est les élus et la population locale. Parce que, évidemment, mes services vont me dire que tout va bien. Ça, c'est assez classique. Moi, j'ai besoin de savoir quel est l'avis de l'usager, quel est l'avis de la population, parce que la gendarmerie n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour la population qu'elle est chargée de protéger. Et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans cette démarche. Il faut que nous soyons à l'écoute de la population, que nous y répondions. Pour être à l'écoute, il faut aller voir les gens. Donc, ces brigades de contact aujourd'hui, les renseignements et les retours que nous avons eus des élus concernés sont, dans leur quasi-totalité, très positifs. Il y a évidemment 2-3 choses sur lesquelles il faut travailler, mais en tout cas, c'est extrêmement positif de la part des élus concernés, mais c'est également positif de la part des gendarmes et des militaires concernés, qui retrouvent leur métier et qui finalement me disent c'est quand même bien d'aller voir la population, c'est quand même bien d'être au contact, parce que globalement, c'est quand même là où on retrouve le sens du métier de service public. Et cette brigade de contact, l'objectif pour moi, c'est bien entendu de poursuivre. Alors, peut-être pas en multipliant les brigades de contact, mais mon idée, c'est de laisser la main à mes commandants de groupement au niveau départemental pour qu'ils trouvent la solution la plus adaptée. La solution la plus adaptée, ça peut être une brigade de contact ici ou là, mais ça peut être autre chose. Peut-être que dans une grosse brigade, on peut dédier un groupe, on peut dédier des personnels pour cette fonction contact. Ce qui est important, c'est de garder l'idée. Cette fonction contact doit être développée. Maintenant, c'est au local, c'est au commandant de groupement, en liaison avec ses commandants d'unité subordonnés, de me dire quelle est la meilleure solution. Et cette fonction contact s'intégrera naturellement dans la sécurité du quotidien, telle que le président de la République l'a annoncé récemment et telle que le ministre souhaite que nous mettions en place. En tout cas, c'est les propositions que je fais, que d'intégrer cette fonction contact dans cette sécurité du quotidien, parce que ça me semble ressortir de la même logique de proximité et de retour vers la population. Et ça contribue, là, en ça, à la sécurité des biens que j'évoquais plus haut. La sécurité numérique, qui est mon dernier point pour ne pas être trop long, pour laisser la place aux questions, c'est bien entendu à la fois une transition numérique en interne que j'ai déjà un peu évoquée et que nous allons poursuivre, mais c'est aussi la présence sur le Darknet, le service central de renseignement criminel et le centre de lutte contre la cybercriminalité, et en veille permanente sur le Darknet pour traquer, pour identifier des infractions. On travaille d'ailleurs en liaison avec l'Office central police-gendarmerie, là aussi, l'OCLCTIC, qui est plus spécialement chargé de suivre tous ces phénomènes de cybercriminalité. Aujourd'hui, on a chaque jour 1,9 million d'atteintes, d'escroqueries de toute nature sur l'Internet. Donc il y a quand même un vrai sujet de fond, il y a des usurpations d'identité, il y a finalement une nouvelle criminalité qui se développe à la faveur de ce territoire numérique. Il viendrait à l'idée de personne de laisser traîner son code de carte bleue sur le bureau aujourd'hui ici. Sur Internet, malheureusement, on donne son numéro de carte bleue, son code à beaucoup de monde et on ne sait jamais qui est réellement de l'autre côté. Donc on voit bien que ces nouveaux territoires, c'est à la fois des opportunités magnifiques, mais c'est aussi des vulnérabilités importantes sur lesquelles il nous faut travailler. Il nous faut travailler aussi sur les objets connectés. Les objets connectés aujourd'hui sont une avancée technologique majeure, mais là aussi avec une vulnérabilité. Aujourd'hui, on peut s'intégrer, pirater un véhicule. Le véhicule aujourd'hui, c'est un ordinateur dans beaucoup de domaines. On peut, comme tous les ordinateurs, le pirater. On peut, là aussi, interférer avec l'ensemble des objets connectés que vous connaissez.
pour des besoins ou des visions malveillantes. On a vu à travers les récents virus WannaCry ou autres que, globalement, ça peut mettre en jeu la sécurité de nos concitoyens, ça peut bloquer des industries. En tout cas, ça présente une vulnérabilité majeure sur laquelle nous travaillons, bien entendu, pour demain être encore plus efficace dans ce domaine-là. C'est la lutte, je dirais, permanente de la modernisation, puisque nous avons une délinquance qui est particulièrement imaginative dans ce domaine-là. Donc voilà la troisième partie, qui est une partie nouvelle, mais qui est une partie d'avenir, c'est cette sécurité numérique. J'ai mis en place une mission numérique auprès de moi depuis le 1er mai. Nous avons mis en place un conseil scientifique, là aussi, pour suivre un peu toutes les évolutions technologiques. Et j'ai mis en place également, depuis quelques mois, un observatoire central d'observation qui est chargé de suivre pour moi toutes les nouvelles technologies concernant la sécurité ou la délinquance. Parce que je crois qu'il est essentiel que nous suivions ce mouvement, parce que ce mouvement, ça concerne la sécurité de nos concitoyens. Voilà un peu les quelques éléments que je souhaitais apporter à la réflexion. Je souhaiterais terminer simplement avec un point d'attention. Le point d'attention, c'est celui des Outre-mer, qui aujourd'hui, ici ou là, sont des sujets de préoccupation. Je pense notamment à Mayotte, où nous avons une situation sociale qui conduit à des tensions régulières. Je pense aux Antilles-Guyane, où on a là aussi parfois des situations un peu difficiles. Je pense à la Calédonie, où l'année prochaine, nous avons en perspective un référendum d'autodétermination et nous avons d'ores et déjà un certain nombre de fermentations, d'agressions, de tirs contre les gendarmes. C'est l'endroit de France où on a le plus de tirs directs contre les gendarmes quand même, en Calédonie. Donc on voit bien qu'il y a une fermentation et cette fermentation, forcément, mérite attention. Aujourd'hui, j'ai 25 escadrons sur 109 qui sont déplacés outre-mer en permanence. Donc vous voyez l'importance qu'on y attache et en tout cas le niveau de vigilance qui doit être... Voilà, Monsieur le Président, j'ai essayé d'être resté dans le timing qui m'était imparti et maintenant je suis à votre disposition pour les questions. Merci mon général pour cette présentation très claire de vos missions et notamment de celles qui relèvent de l'examen de notre commission. Je vais donner la parole aux deux rapporteurs gendarmerie, Philippe Paul et Yannick Vaugrenard. Philippe. Oui, merci Monsieur le Président. Bien, mon général, première question concernant les gardes statiques. Combien de forces mobiles sont consacrées à des gardes statiques au lieu d'être employées sur des missions de maintien de l'ordre à l'heure actuelle? Et puis c'est un sujet qu'on voit régulièrement au niveau des médias. Quel est le dispositif actuel mis en place à Calais? Sur la sécurité du quotidien, la police de sécurité du quotidien concerne-t-elle également la gendarmerie nationale? Et puis une dernière question, compte tenu de l'évolution des collectivités, si je puis appeler ça comme cela, avec la création des communes nouvelles et le développement des métropoles, comment ça se passe l'articulation entre la gendarmerie nationale et puis la police dans de nombreux cas? J'avais une petite question sur l'outre-mer, mais vous avez déjà répondu. Je voulais savoir juste si votre dispositif, si vous n'avez pas de difficulté pour renforcer votre dispositif compte tenu des événements outre-mer. Merci. Yannick Vaugrenard. Merci Monsieur le Président, merci beaucoup mon général pour la clarté de votre exposé. Et comme c'est ma première intervention en tant que co-rapporteur, je tiens à exprimer le soutien très fort qui est le mien, qui est le nôtre, j'en suis persuadé, à la gendarmerie, dans la période que nous traversons depuis les attentats, sur le fait que c'est un métier qui est en constante évolution, vous l'avez souligné tout à l'heure avec notamment les progrès technologiques et les conséquences que ça peut avoir sur l'exercice du métier de gendarme. Et donc sachez que dans cette période, je considère que la gendarmerie fait une partie non seulement intégrante, essentielle et déterminante de notre vie démocratique et notre protection et notre sécurité. Donc merci. Plusieurs questions. La première sur les réservistes. Avec 28 500 réservistes et un contexte sécuritaire qui est de plus en plus important, la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale s'affirme. Comment s'effectue cette montée en puissance qui doit conduire la gendarmerie nationale à disposer de 40 000 réservistes en 2019 avec une empreinte quotidienne de 4 000 réservistes l'an prochain? Deuxième question par rapport à la simplification des procédures. Le Premier ministre a annoncé une réforme pour l'an prochain. Ma question est la suivante. Tournez la réflexion à ce sujet au sein de la gendarmerie nationale. Avez-vous déjà élaboré une liste des simplifications ou des domaines de simplification qui vous apparaissent souhaitables?
Troisième point, la loi d'actualisation de la programmation militaire du 28 juillet 2015 a créé le régime juridique des associations professionnelles nationales de militaires pour conformer la législation française à une directive européenne. Pourriez-vous faire le point sur ces APNM qui ont été constitués au sein de la gendarmerie nationale et sur la manière dont elles peuvent concevoir leur activité? On peut comprendre que c'est peut-être un petit peu délicat, non seulement parce que c'est nouveau. Enfin, le général nous disait ce matin que les taux se resserraient en Syrie, que la défaite de Daesh était proche, et du coup l'arrivée prochaine peut-être de 5600 djihadistes sur notre territoire. Est-ce que déjà, avec la gendarmerie, mais peut-être de manière interministérielle, la réflexion a commencé pour savoir comment cela allait se dérouler dans les mois et les années à venir? Dernier point, je veux revenir sur votre intervention, Monsieur le Président de notre commission, par rapport à ce qu'on peut appeler l'affaire Maëlys. Je vous remercie beaucoup, mon général, d'avoir pris la hauteur de vue qui a été la vôtre pour considérer que le plus important, c'est bien sûr de retrouver cet enfant et d'avoir, je dirais, un aspect humain qui est d'évidence pour tout le monde. Aujourd'hui, le procureur de la République de Grenoble lance une enquête. Je considère que ce n'est pas notre responsabilité de parlementaire à prendre position. Je considère qu'il est logiquement urgent d'attendre, en quelque sorte. Donc je ne partage pas l'orientation qui a été prise par le président de notre commission. Pour autant, je soutiens complètement la gendarmerie sur l'ensemble de son activité et je souhaite que, bien sûr, la lumière étant faite, que la gendarmerie soit totalement écartée de ce questionnement et même de cette accusation. Et donc, pour que ceci puisse se faire, mon général, est-ce que vous avez l'intention de diligenter une enquête interne? Je vous remercie. La parole, je veux juste répondre puisque notre collègue me met en cause. Mes observations, je pense, ne sont pas très éloignées des siennes parce que je suis tout autant attaché au secret de l'instruction. Et je pense que la médiatisation de ce genre d'interpellation n'est souhaitable ni pour le parquet ni pour la gendarmerie. Si le procureur de la République a des accusations à porter, en l'occurrence elles sont graves, contre la gendarmerie, je pense qu'il sait à qui s'adresser. Et moi, je vois simplement le danger que les réseaux, les médias, les gens peu informés peuvent utiliser pour mettre en cause un corps qui ne mérite pas de l'être. Et mon observation s'arrête à cela, car je suis, comme vous, attaché au secret de l'instruction et au respect des familles qui, évidemment, quand elles apprennent ces choses-là par voie de presse, doivent se poser des questions. Leur inquiétude doit être bien grande. Donc il ne s'agit absolument pas pour le Parlement de se mêler de cette enquête, mais de dire simplement laissons la justice dans sa sérénité et évitons ces interpellations par voie de presse, parce que ça ne donne jamais de bonnes choses d'une manière générale. Voilà. Mon général, si vous voulez bien répondre au rapporteur, puis après je prendrai les orateurs. Très bien, Monsieur le Président. Écoutez, merci pour ces différentes questions. Donc je vais essayer d'être à la fois précis et synthétique sur les différents sujets. S'agissant des gardes statiques, les gardes statiques aujourd'hui mobilisent environ 1600 personnels militaires, donc gendarmes et gardes républicains, puisque dans les gardes statiques, je mets aussi les gardes des palais nationaux qui, pour le coup, ne rentrent pas dans une logique de remise en cause, puisque là, c'est la mission proprement dite de la garde républicaine que de garder ces palais nationaux. Dans les gardes statiques, un certain nombre de choses ont été modifiées et revues récemment. Nous gardons encore des emprises diplomatiques, là aussi dans le cadre de la protection habituelle de ces emprises. Ce qui aujourd'hui reste, vous évoquiez Calais, pour répondre précisément à la question, c'est vrai que le sujet actuel, c'est un escadron et demi qui garde le tunnel à Calais, le lien fixe transmanche. Il y a 3 ans, en fait, il avait été bloqué par un certain nombre de migrants. On avait à l'époque engagé jusqu'à 7 escadrons pour rétablir l'ordre, pour empêcher des trains, les Eurostars, de s'arrêter. Entre-temps, la société Eurotunnel a fait des travaux de sécurité passive très importants. Et aujourd'hui, on a encore un escadron et demi qui est chargé de la garde statique, proprement dite, du tunnel. Bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'évolution du dispositif qui me paraît peut-être pouvoir ressortir d'une sécurité privée plutôt que d'un escadron de gendarmerie mobile qui, pour le coup, peut être utilisé ailleurs. Alors, ça me semble en tout cas quelque chose qu'on peut raisonnablement mettre sur la table et sur lequel on peut réfléchir. Sur la partie sécurité du quotidien, comme je l'ai évoqué dans mon propos,
Le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont souhaité donc que nous réfléchissions ensemble sur la meilleure manière d'assurer la sécurité du quotidien, alors à la fois dans un certain nombre de zones, mais aussi sur la profondeur du territoire. Pour ce qui concerne la zone de gendarmerie nationale, les propositions que je fais sont d'intégrer cette sécurité du quotidien dans une logique de proximité rapprochée de notre population, dans une proximité et une présence au quotidien. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi la fonction contact qui est la déclinaison du dispositif gendarmerie en matière de sécurité du quotidien. Ça signifie aussi, bien entendu, ici ou là, une augmentation d'effectifs ou en tout cas un apport d'effectifs qui sera permis par notamment les effectifs supplémentaires tels qu'ils ont été annoncés à hauteur de 2500 sur 5 ans. Ces effectifs, pour moi, en tout cas, ont vocation à être principalement, voire exclusivement, consacrés aux unités territoriales. Parce que c'est ces unités-là qui sont vraiment au quotidien, au contact, sur le terrain, et c'est ces unités-là qu'il faut renforcer. Vous connaissez tous des brigades qui, effectivement, aujourd'hui ont un déficit d'effectifs. Mon objectif, c'est bien entendu de leur apporter le maximum d'effectifs et de moyens pour pouvoir remplir leur mission. Donc la sécurité du quotidien, c'est évidemment cette fonction contact et cette présence accrue vers la population. Dans ce dispositif, je vais également proposer au ministre de l'Intérieur de mettre en place 2 systèmes. Le premier consiste à ce que chaque élu et chaque parlementaire ait un contact dans la gendarmerie, quel que soit son grade. Ce n'est pas systématiquement le commandant de brigade, mais je souhaite que vous ayez chacune et chacun le numéro de téléphone et un contact privilégié avec un militaire de la gendarmerie, pareil pour les maires, de manière à ce que vous puissiez lui faire part d'un certain nombre d'observations qui seraient les vôtres, d'un certain nombre de questions, et que lui-même puisse vous faire part et vous informe finalement de ce qui se passe sur le département ou sur la circonscription qui vous intéresse. C'est vrai aussi pour les maires. Je considère qu'il est légitime pour les maires d'être informés de ce qui se passe sur leur commune, et il est important pour moi de désigner là aussi un point de contact pour chaque élu pour qu'on puisse apporter cette information. Je souhaite également l'année prochaine mettre en place tous les semestres une réunion de travail au niveau de chaque arrondissement, donc de chaque compagnie de gendarmerie départementale, réunion de travail d'une demi-journée, en liaison bien sûr avec le camp de compagnie et les préfets, pour échanger avec les élus, pour faire le point de l'action de la gendarmerie sur le semestre écoulé, mais pour, là aussi, imaginer, réfléchir ensemble sur l'adaptation ou l'évolution des choses de manière conjointe avec les élus. C'est un travail donc, que je vais demander à mes commandants de compagnie, que je réunis prochainement. Et l'année prochaine, donc, je souhaite que soit mis en place une réunion semestrielle avec l'ensemble des élus sur chaque compagnie, de manière à ce qu'on puisse là aussi progresser ensemble dans cette sécurité du quotidien. Les communes nouvelles et les métropoles, ce sont 2 sujets qui, effectivement, nous intéressent. Les métropoles, nous sommes présents dans les métropoles. Aujourd'hui, on a à peu près 20% des effectifs des métropoles qui sont des effectifs gendarmerie. On a exactement 3600 militaires de la gendarmerie dans le périmètre des métropoles actuelles ou à venir, donc les 22, hors métropole parisienne. Ce sont près de 14 000 effectifs si on rajoute aux effectifs des unités territoriales toutes les structures d'état-major, de gendarmerie mobile qui sont présentes sur ces territoires. Donc on est déjà bien présent dans les métropoles. Il nous faut encore travailler davantage, même si on a déjà bien progressé, la coopération opérationnelle avec les services de police nationale, de la police municipale et de la sécurité privée. Je crois que là aussi, la métropole, c'est aussi un état d'esprit, c'est celui d'un partenariat élargi, partenariat qui regroupe l'ensemble des forces en charge de la sécurité, quel que soit leur statut ou leur zone de compétence. Il y a des métropoles sur lesquelles on est très présente. Je regarde mes notes, puisque aujourd'hui, sur la métropole rennaise, on a 38% de la métropole rennaise où nous avons des unités de gendarmerie. Par contre, la métropole de Nancy, on n'a aucune unité de gendarmerie dans la métropole. Et donc là aussi, on a des réalités un peu différentes. L'objectif pour nous, c'est bien entendu de contribuer à ce mouvement métropolitain, si je puis dire, pour tenir notre place et nous intégrer dans ce partenariat actif et opérationnel. Les communes nouvelles, c'est un sujet un peu plus délicat, puisque les communes nouvelles qui auparavant étaient sur 2 zones de compétences différentes épousent par le texte réglementaire et législatif aujourd'hui la compétence police nationale. En clair, quand vous avez une commune nouvelle qui est constituée de 4 anciennes communes et que l'une des 4 était en zone de police nationale,
de fait, la totalité de la nouvelle commune, de la commune nouvelle, devient en zone de police nationale. Donc là, on a quand même un sujet. Ce sont des effets cliqués qui, bien entendu, méritent d'être analysés à l'aune de l'intérêt de la population. Je prends l'exemple d'Annecy, puisque depuis le 1er janvier 2017, on a la commune nouvelle d'Annecy qui regroupe à la fois la ville-centre et la totalité de la périphérie. La totalité de la périphérie, c'est 54 000 habitants en zone de gendarmerie nationale. Ces 54 000 habitants, théoriquement, depuis le 1er janvier 2017, se trouvent en zone de police nationale. Et donc, actuellement, je travaille, puisque aucun texte ne permet, ou en tout cas n'a été pris pour aménager ce principe. Donc, je suis en train de mettre en place un dispositif pour quitter cette zone et laisser la responsabilité et la transférer à la police nationale. Donc, les communes nouvelles, c'est un sujet sur lequel, évidemment, nous sommes très attentifs et qui nécessite à chaque fois un réglage fin au niveau du ministère de l'Intérieur. L'outre-mer, on en a parlé. Les difficultés, c'est évidemment celle de renforcer l'outre-mer avec les moyens adaptés. J'évoquais les 25 escadrons actuellement déplacés. On en a 7 en Guyane, escadrons. On a 5 escadrons en Calédonie, donc c'est les endroits où on en a le plus, et après le reste est réparti. On a renforcé depuis 2 ans maintenant à hauteur de 160 ETP les outre-mer en termes d'effectifs. On continuera à les renforcer puisqu'on voit bien qu'en plus il y a une démographie qui est en augmentation et il nous faut répondre à ces besoins de sécurité pour l'outre-mer. On a également, bien sûr, toute la logistique en cas de catastrophe majeure. On a vu récemment à Saint-Martin l'engagement, à côté de nos autres camarades des autres services, de 5 escadrons qui sont actuellement à Saint-Martin. À Saint-Martin, j'ai engagé également des réservistes. Les réservistes, aujourd'hui, sont une composante majeure de la gendarmerie nationale. Je les compte dans les effectifs. Ils en font partie. Et j'ai envoyé, donc, il y a une dizaine de jours, une compagnie de réservistes volontaires. Et je vais envoyer demain une 2e compagnie de réservistes. J'ai fait un appel à volontaires, des séjours de 3 mois, dans des conditions quand même un peu dégradées. J'ai eu 700 volontaires au niveau national pour faire des séjours de 3 mois. Et dans ces 700 volontaires, donc on en a sélectionné 73 dans le premier temps, 73 qui vont partir demain. On a des retours extrêmement positifs. D'abord un engagement exceptionnel, des gens disponibles, et surtout ça permet de valoriser ce concept de réserve qui est un vrai concept à inscrire dans la durée. Je réponds directement à une question sur les réservistes, puisque la cible qui était affichée de recruter jusqu'à 40 000 réservistes reste en vigueur, elle ne sera pas atteinte en 2019. Pour des raisons budgétaires aujourd'hui, je consolide le dispositif à 30 000. Donc 2018, la cible, c'est 30 000. Je verrai ensuite en 2019 et en 2020 quelles sont mes possibilités budgétaires. Mais à ce stade, on garde en tête le chiffre de 40 000, mais dans un horizon chronologique un peu différé. Voilà, donc ça c'est la partie réserve. Ceci dit, 30 000, ça permet quand même d'avoir une empreinte au sol de 3 000 par jour, ce qui est déjà important et en tout cas qui mérite d'être maintenu. La simplification des procédures, c'est un sujet sur lequel évidemment nous nous sommes penchés depuis un certain temps. Un travail conjoint est actuellement mené sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, mais aussi la ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a lancé ce chantier en liaison avec l'ensemble des juridictions et des services locaux. Donc il y a d'une part une concertation nationale entre les ministères, mais aussi une concertation locale à travers les juridictions départementales où les différents services se rencontrent. On a évidemment quelques pistes de réflexion et quelques propositions. Les propositions, sans vouloir faire une liste exhaustive, c'est l'OPJ, la compétence OPJ nationale pour éviter là aussi des complexités quand on sort de sa circonscription, par exemple, c'est une piste sur laquelle il faut travailler. C'est la facilitation du recours à la visioconférence, parce que là aussi ça évite les déplacements, ça facilite un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que les moyens technologiques permettent de faire des choses. C'est l'extension de la forfaitisation sur un certain nombre de délits. Vous avez été saisi récemment d'un certain nombre de pistes en matière de forfaitisation. Alors c'est les forfaitisations de délits routiers, mais c'est aussi aujourd'hui la réflexion sur la forfaitisation en matière de délits de consommation de stupéfiants, qui là aussi peuvent faciliter, peuvent simplifier un peu l'action des enquêteurs. C'est un certain nombre d'autres pistes, la suppression de l'accord préalable du procureur de la République sur un certain nombre d'opérations, notamment les réquisitions aux organismes étatiques. Quand on est dans le cadre d'une enquête, il y a des réquisitions qui sont adressées à un certain nombre d'organismes. Bon,
on pense que le contrôle du procureur peut se faire a posteriori. Il y a un certain nombre de pistes là aussi intéressantes. Voilà, bon, je ne vais pas faire une liste exhaustive. En tout cas, on y travaille bien sûr en liaison avec la chancellerie. J'ai vu le directeur des affaires criminelles et des grâces récemment. Nous avons évoqué le sujet. Nous allons certainement, avec le DGPN et le directeur des affaires criminelles et des grâces, faire un déplacement conjoint en juridiction pour voir sur le terrain et aller prendre le pouls de nos personnels. Sur la partie des APNM. Alors les APNM, aujourd'hui, nous avons 2 APNM qui se réclament comme étant de la gendarmerie nationale, même si elles sont par nature interarmées. Nous avons donc gendarmes et citoyens et Gendarme 21. Gendarme 21, c'est historiquement la première qui a été créée suite à la décision de mettre en place ces associations. Aujourd'hui, elles ont un certain nombre d'adhérents qui tournent autour de 600-700. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une appétence absolue. Ceci dit, elles existent dans le paysage. J'ai reçu les 2 présidents il y a quelques semaines. Il me paraît important de les intégrer dans le dialogue social. Ce dialogue social, pour nous, est structuré autour de la concertation, avec à la fois les conseillers concertation de chaque niveau, mais aussi le conseil fonction militaire gendarmerie, qui est un organisme élu. Et chaque membre du conseil de la formation militaire a déjà un mandat local. Donc on a aujourd'hui, je les ai encore rencontrés ce matin, on a des gens qui peuvent me donner le pouls du terrain et peuvent surtout échanger avec moi sur la meilleure manière de progresser. Donc la concertation est un des piliers du dialogue social et les APNM contribuent finalement à ce dialogue social. On n'a pas encore, pour être tout à fait honnête et tout à fait clair, les relations, je dirais, ouvertes, constructives et franches qu'on peut imaginer, ou en tout cas que peut espérer. On est en voie de progrès, mais on a encore une marge de progression assez claire. Voilà. Ces APNM ont l'occasion de s'exprimer sur différents sujets. On parlait de la directive temps de travail. Cette directive temps de travail suscite effectivement un certain nombre de réactions, de réflexions. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en place de cette directive, nous nous inscrivons dans une logique statutaire. La directive a vocation à être analysée sous l'angle du statut militaire qui précise que le militaire est disponible en tout temps, en tout lieu. Il appartient à chaque responsable d'organiser le temps de repos. Et c'est ce qu'on fait depuis des années, puisqu'on a mis en place des permissions, on a mis en place des repos hebdomadaires, on a mis en place 10 heures de récupération de service il y a quelques années déjà, après un service nocturne. Et on a mis en place depuis le 1er septembre 2016 un dispositif qui consiste à accorder à chaque gendarme 11 heures de repos physiologique par jour, par tranche de 24 heures. Ça a conduit, et je l'ai déjà dit, je crois, ici, je le redis, à une perte d'une partie de la capacité opérationnelle, puisqu'elle est évaluée à 5% de perte de capacité pour les unités territoriales pour le service de jour, à 3% pour le service de nuit et à 12% pour la gendarmerie mobile. Donc on a évidemment un impact sur la partie service. Cet impact, comme le disait le Président tout à l'heure, on essaye de le contrebalancer par une évolution technologique qui permet de gagner du temps par ailleurs. Donc, au final, c'est vrai que la perte de TP affichée des 6000 aujourd'hui est absorbée par l'institution, on s'organise. Ça ne veut pas dire qu'il ne manque pas, mais ça veut dire que le service de la gendarmerie est assuré dans la continuité. Et c'est ça qui est important. La gendarmerie, elle est présente H24, 365 jours par an. Elle assure un service continu. Ça n'empêche pas les militaires à titre individuel de bénéficier de plages de repos qui leur permettent évidemment d'être plus opérationnels dans le dispositif. Alors, quelle suite donner en matière de poursuite des travaux avec la Commission européenne ? Moi, je m'inscris tout à fait dans ce que fera la ministre des Armées, parce que là, on est sur une logique statutaire et c'est à la ministre des Armées de nous donner le là sur les suites données. En tout cas, moi, j'ai eu le Conseil de la fonction militaire ce matin sur le sujet. Je considère que l'équilibre qui est actuellement trouvé pour la gendarmerie nationale est un équilibre qui permet d'assurer la mission, qui est quand même le plus important, et d'assurer à chacun une plage de repos physiologique, je dirais, indispensable. Voilà, je n'ai pas évoqué les retournistes, comme on dit, c'est-à-dire les combattants qui reviennent des théâtres Irak et Syrie. Un travail est fait actuellement sous l'égide notamment du procureur de la République de Paris qui est en charge de l'action antiterroriste pour la partie judiciaire, mais aussi l'ensemble des services des différents ministères pour étudier les conditions dans lesquelles d'abord accueillir notamment les mineurs, puisqu'on a une population qui est à la fois extrêmement vulnérable et extrêmement problématique, qui est ceux des mineurs nés dans ces territoires,
quel statut, quel état civil, quelle logique, et ensuite comment effectivement les traiter, les suivre, les accompagner. Je crois que là, on est en cours de discussion. Aujourd'hui, il n'y a pas de... en tout cas, nous, on est évidemment associés à ces réflexions, mais on n'a pas de mission proprement dite, de mission précise, sauf le cas de gens qui seraient signalés comme étant des radicalisés et qui seraient à notre charge en termes de suivi. Voilà. Mais en tout cas, il y a un travail interministériel qui est en cours, qui doit se poursuivre pour trouver le bon équilibre sur la gestion de ces personnes qui reviennent de ces théâtres d'opération. Merci, mon général, pour ces réponses à nos rapporteurs. Alors, j'ai maintenant 6 orateurs et j'ai 16 minutes, puisque à 45, je dois impérativement interrompre la séance pour procéder à l'évaluation de vos présences, puisque c'est à cette heure-là que le règlement du Sénat prévoit que nous organisions ce contrôle. Alors, donc je vous demande à chacun d'être bref et de vous limiter à une seule question. Olivier Cigolotti. Oui, merci Monsieur le Président. Mon général, le Président de la République l'a rappelé la semaine dernière lors de son intervention en matière de sécurité, les Français ne supportent plus l'impuissance publique. Il a rappelé la nécessité de donner aux forces de gendarmerie et de police les moyens de leur action et de cette efficacité. Vous l'avez rappelé de façon tout à fait franche et transparente, mon général, les communautés de brigade ont certes permis d'assurer une présence minimale sur le territoire, et notamment en zone rurale, mais n'ont pas permis de faire perdurer le lien entre population, élus et forces de gendarmerie. Ma question est très simple. Est-ce que les brigades territoriales de contact ne constituent pas une nouvelle forme de gestion de la pénurie d'effectifs? Et surtout, est-ce que la vague de fermeture de brigades que vous avez annoncée, moins de 600 sur ces dernières années, est définitivement derrière nous? Merci Olivier. Sylvie Gouachavant. Merci Monsieur le Président. Oui Monsieur, j'ai bien noté votre souhait louable de modernisation de la gendarmerie via le plan Néogende. Mais c'est une bonne chose, bien sûr, que de donner des moyens modernes de communication et d'information à nos gendarmes. Mais je ne vous apprends rien, la menace terroriste est partout et nos gendarmes peuvent être des cibles. Monsieur, pour bien protéger la population, je pense qu'il faut soi-même être bien protégé. Et ça passe par des mesures basiques. Alors pensez-vous que nos gendarmes soient physiquement bien protégés? Je pense en particulier à leur gilet pare-balles qui, quand je les vois, me semblent bien légers et en tout cas bien incapables d'arrêter des balles de gros calibre ou des balles type Kalachnikov, pour faire simple. Et que pouvez-vous nous dire sur l'entraînement de nos gendarmes lié à cette menace terroriste? Et je pense plus particulièrement à l'entraînement au tir. Pouvez-vous nous donner sa fréquence? Et pensez-vous que ce soit suffisant? Je vous remercie. Merci Sylvie. Cédric Perrin. En général, vous avez parlé des évolutions de la gendarmerie, de l'importance consacrée à la lutte contre le terrorisme. C'est ce par quoi vous avez commencé. C'est un point évidemment important, mais pour les ex-élus locaux que nous sommes, c'est très récent. Le contact avec la population que vous aviez érigé l'an dernier dans cette même commission comme étant un modèle et dont vous avez reparlé très largement et très longuement aujourd'hui, est malheureusement un modèle que je suis bien en peine d'arriver à voir sur le terrain en tant que j'étais maire encore il y a une semaine, et je voulais vous en faire part parce que c'est pour nous une difficulté que de ne pas suffisamment voir les gendarmes en dehors de quelques passages dans les véhicules. Et comme je sais que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que vous souhaitez mettre en place, je voulais vous faire part en titre personnel de mon expérience en la matière. Les maires sont par exemple régulièrement informés, je veux dire quotidiennement informés des interventions de leur commune par les SDIS. Ça n'a jamais été possible pour la gendarmerie. C'est une demande que nous faisons depuis des années et que nous n'arrivons pas à avoir. Et je pense que le travail entre les gendarmes et les maires passe aussi par l'information et la bonne information de ce qui se passe sur leur terrain. Et ça me semble un point important. Je voulais, donc, pour ma question, donc, je voulais vous parler de l'évolution des menaces qui font que vous devez intervenir dans un nombre de segments très importants. Le renseignement, l'intervention, les renseignements, les interventions, la police judiciaire, etc. Le renseignement, vous venez de l'expliquer, est capital et fondamental. La question, est-ce que vous pensez que vous avez les moyens suffisants pour intervenir dans tous les segments? Merci Cédric. Olivier Cadic. Merci Président. Oui, moi c'est deux questions qui ont trait à une expérience de ce que l'on voit à l'étranger.
puisque je représente les Français de l'étranger. Premièrement, la question des signaux faibles. Au Maroc, par exemple, il y a une grande efficacité. Je pense à l'exemple à Essaouira, où c'est un boulanger qui avait informé qu'un client ne commandait pas un pain chaque jour, mais tout d'un coup un grand nombre de pains, et que c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'il y avait un commando qui était prêt à intervenir et qu'ils avaient pu l'arrêter par anticipation. Donc, est-ce que vous avez un contact avec les autorités marocaines pour voir comment ils sont organisés dans ce domaine-là et savoir quelles inspirations on pourrait trouver. Le deuxième problème, c'est la particularité de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quand on arrive aux Émirats Arabes Unis, maintenant, votre visage est scanné, il y a une reconnaissance faciale qui se fait, une interconnexion par rapport au système d'information, savoir où est-ce que vous en êtes dans ce domaine, comment prévoyez-vous d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer votre activité. Merci. Merci Olivier. Hugues Saury. Merci Président. Mon général, j'avais une question sur la proximité, la façon de concilier proximité et effectif, mais vous y avez répondu en partie, et puis il y a des questions qui concernent ce sujet. Donc j'avais une deuxième question qui se rapproche de celle qui vient d'être posée sur le renseignement. La vague d'attentats terroristes en France que la France a connue, a-t-elle amené la gendarmerie à modifier sa doctrine dans ce domaine? Et si oui, quelle est celle-ci? Merci Hugues. Enfin, Ladislas Poniatowski. Merci Monsieur le Président. Mon général, comment faites-vous face à une délinquance d'un genre particulier qu'on rencontre sur 2 sites en France, à Notre-Dame-des-Landes et le site d'enfouissement de Bure, à cheval sur la Meuse et la Haute-Marne? Je dis d'un genre particulier parce que ce sont des zadistes que vous avez en face de vous. Ce sont des gens qui occupent illégalement le terrain, certains 24 heures, 48 heures, d'autres ils ont un nombre de loisirs stupéfiant. Ils viennent s'installer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et il y a en plus dedans des étrangers qui vont d'une ZAD à une autre. Quelles sont les consignes que vous recevez et comment agissez-vous? Merci Ladislas. Et puis Monsieur Valigny, voilà. André. Juste pour ajouter à la question de notre collègue Poniatowski, la ZAD ou prétendue telle de Roibon en Isère. Voilà. Et puisqu'on a la chance d'avoir le directeur général de la gendarmerie, j'en rajoute une petite. Est-ce que vous trouvez raisonnable de transférer, comme c'est l'intention du gouvernement, les contrôles radars, on parle de délinquance routière, les contrôles radars à des sociétés privées, puisque normalement ce genre de délit doit être constaté par quelqu'un dûment mandaté? Est-ce que les sociétés privées ne vont pas transformer les contrôles radars en raquettes organisées? Merci, mesdames et messieurs, pour les questions. Je comprends que j'ai 10 minutes. Je vais essayer de répondre le plus précisément possible à ces questions. Alors, est-ce que les brigades de contact sont une forme de dégradation du service public? Je ne l'espère pas. En tout cas, pour moi, les brigades de contact sont le signal donné en interne qu'on peut revenir au vrai métier, mais il faut faire un choix. Et je rebondis sur une autre question qui est de dire, est-ce qu'on est capable de tout faire? Non, évidemment non. Je pense que la polyvalence a ses limites. À un moment donné, c'est aussi, il y a des choix à faire en matière de mission. Il y a des directives nationales, bien sûr, qu'il faut appliquer, mais il y a surtout l'intelligence locale. Et l'intelligence locale, c'est celle du commandant d'unité, du commandant de compagnie, du commandant de groupement, qui, par rapport au contexte qui est le sien, doit adapter les moyens, doit appliquer les efforts dans la menace qui est locale. J'ai fait récemment une tribune qui s'appelle « Le devoir de désobéir », alors ça a beaucoup intrigué en interne. J'ai dit, de temps en temps, il faut être capable de remettre en perspective les circulaires, les orientations que vous donne le DGGN. Parce que, évidemment, les orientations nationales ont vocation à traiter un point moyen. Or, le point moyen, c'est comme le français moyen, ça n'existe pas. Et il est essentiel, important, indispensable que l'échelon local fasse preuve d'intelligence. L'intelligence locale, c'est finalement s'adapter au terrain. Les brigades de contact, c'est ça l'idée. Est-ce qu'on va poursuivre les dissolutions? On ne va pas poursuivre les dissolutions, mais on ne l'exclut pas non plus. Il y a parfois des endroits où les brigades menacent ruine, on a des problèmes immobiliers, et là, s'il n'y a pas de solution, naturellement, on sera amené à dissoudre des unités, en liaison bien sûr avec les élus locaux. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien de conserver le maillage tel qu'il est aujourd'hui, 3100 brigades territoriales, pour ne pas créer de désert de sécurité et pour assurer la présence du service public de sécurité sur la totalité de l'espace qui est le nôtre. La modernisation est effectivement
la menace qui est celle contre les gendarmes. Alors, effectivement, les gilets pare-balles font l'objet d'un travail important, puisque c'est le premier élément de protection de chaque individu. Aujourd'hui, chaque gendarme d'active a un gilet pare-balles. En 2017, on en a acheté 40 000. L'année prochaine, on en achète à nouveau 40 000 pour renouveler ces gilets pare-balles. On a bénéficié depuis 2 ans de tous les plans de renforcement en termes de matériel et de moyens qui nous ont permis justement de renouveler ces gilets pare-balles. On n'est pas encore au bout du bout. On a encore effectivement, vous avez raison, Madame la sénatrice, on a encore un certain nombre de gilets pare-balles qui méritent d'être remplacés. Et surtout, moi je souhaite aussi que l'ensemble de mes réservistes soient équipés d'un gilet pare-balles individuel. Donc ça, c'est un véritable effort. Et dans le budget tel qu'il est aujourd'hui, ou en tout cas qu'il vous est soumis, j'ai prévu d'acheter l'année prochaine 40 000 gilets pare-balles pour justement contribuer à augmenter et à poursuivre cet effort. L'entraînement en tir, on était il y a quelques années à 30 cartouches d'entraînement par an, ce qui est évidemment notoirement insuffisant. On est passé à 60 l'année dernière et je souhaite passer à 90. L'année prochaine, chaque gendarme aura 90 cartouches d'instruction pour s'entraîner. Ce qui est important, ce n'est pas forcément le nombre de cartouches, mais le nombre d'entraînements. Et il y a 2 choses. On mettra en place également des dispositifs de simulation de tir qui permettent, je dirais, une habitude de la manipulation. Et on ouvre aussi, en liaison avec la Fédération française de tir et les clubs de tir locaux, la possibilité pour les gendarmes d'aller s'entraîner à titre individuel avec leur arme de service. On y travaille. Mon objectif, c'est à la fois de leur donner les moyens de tirer, mais aussi le temps et l'opportunité d'aller tirer. Et pour moi, en tout cas, le tir fait partie des éléments essentiels de notre métier, puisque on est quand même sur la voie publique avec une arme, et il est important que les gendarmes sachent s'en servir et à bon escient. Le modèle de contact, merci en tout cas, monsieur le sénateur, pour le retour. Non, mais c'est important. Ces retours ne sont pas toujours positifs et ça nous incite à travailler encore davantage. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure, dans cette fonction contact, de la formation des personnels. Parce que vous avez raison de dire que les gendarmes qui passent en véhicule ne vont pas au contact. Or, dans l'esprit des gendarmes qui sont dans les véhicules, ils font une patrouille. Et pour eux, c'est du contact. Et donc, c'est à nous de leur expliquer. Et j'ai aujourd'hui réintégré dans la formation initiale des gendarmes et des officiers 90 heures de formation en matière de contact. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans un territoire? Qu'est-ce qu'on attend de vous dans le cadre d'une patrouille, par exemple? Une patrouille, c'est pas être dans un véhicule. Une patrouille, c'est de progresser en véhicule de point à point et de descendre du véhicule et d'aller voir les gens, d'aller serrer des mains. Et ça, c'est essentiel et c'est aussi à nous de leur apprendre. Et on a réintégré ce module contact dans la formation initiale de nos personnels, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine, puisque là, on travaille sur les esprits, sur les comportements, sur le sens de la mission. Je pense qu'on y arrivera, mais bien entendu, l'année prochaine encore, malheureusement, il y aura des exemples, dans le mauvais sens du terme, mais l'idée, c'est à chaque fois d'y travailler pour expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux. Et pour moi, en tout cas, c'est essentiel. Sur la partie des signaux faibles, est-ce qu'on a des contacts avec les autorités marocaines? Non, je n'ai pas de contact avec les autorités marocaines dans ce domaine-là. On a d'excellentes relations avec la gendarmerie marocaine, je dirais, au quotidien, en matière de formation dans différents domaines. Je vais voir avec mon homologue marocain, enfin, en tout cas, vous me signalez une bonne pratique qui peut être intéressante, sur laquelle on travaille. Les signaux faibles, on les récupère déjà, je dirais, effectivement. Normalement, ce type de signal faible, où on consomme plus d'eau que d'habitude, où il y a une consommation de pain ou ceci, bon, théoriquement, aujourd'hui, c'est le travail qui doit être fait. C'est aussi à nous de former nos personnels pour qu'ils soient attentifs à ces signaux. Parce que le boulanger y est attentif. Ce qui est important, c'est quand il le dit à un gendarme, que le gendarme, lui, il pense aussi et le valorise. Et ça, c'est notre rôle à nous, que de former nos personnels dans le domaine du renseignement. Et dans ce domaine-là, effectivement, le travail qu'on fait avec le renseignement territorial est essentiel pour la formation de nos personnels et l'efficacité globale. Sur la partie du terrorisme et la modification de la doctrine, j'y suis revenu rapidement tout à l'heure sur le schéma national d'intervention, sur la capacité du primo-arrivant à être engagé, sous réserve d'avoir des moyens de protection, sur la doctrine des psych-sabres. Il y a également quelque chose qui a été modifié en matière de renseignement initial. J'ai mis en place, donc depuis fin de l'année dernière, un dispositif de renseignement instantané du gendarme de base au directeur général. En cas d'attentat terroriste ou de suspicion d'attentat terroriste, le gendarme qui est sur le terrain, quel que soit son grade, il m'appelle directement sur mon portable. Alors théoriquement, ils ont mon numéro. S'ils ne l'ont pas, ils passent par le centre opérationnel, mais je l'ai directement. Je souhaite avoir l'information dans les 10 minutes
de tout événement terroriste ou de nature terroriste. On l'a déjà joué à plusieurs reprises, on a fait des exercices et joué avec des alertes réelles. Ça me permet, moi, dans les 10 minutes, d'avoir une information de la patrouille qui est sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont les menaces? Est-ce que vous êtes effectivement en sécurité? Et derrière, ça me permet évidemment de rendre compte au niveau du ministre et ensuite de laisser l'ensemble des renforts s'engager. Donc effectivement, cette menace terroriste nouvelle nous a conduit à modifier les doctrines d'emploi. Je suis désolé, je suis un peu rapide. Les ZAD, donc Notre-Dame-des-Landes, Bure et Roibon. Alors Roibon, à ma connaissance, il n'y a pas de ZAD à ce stade, mais il y a effectivement une contestation de tout ce qui concerne la construction du Center Parcs. Alors, les consignes reçues sont assez simples. C'est d'appliquer la loi de la République sur le territoire de la République. Alors après, évidemment, ça doit être mis en balance avec un principe de droit administratif qui est celui de ne pas créer un problème plus important que le problème initial. En clair, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dès lors qu'il y a des infractions, des délinquants, des actes de délinquance ou de la criminalité qui est constatée, nous conduisons des enquêtes. Nous allons mettre en cause un certain nombre de gens dans le cadre d'un certain nombre d'infractions. Voilà. Après, à ce stade, évidemment, on ne rentre pas dans la ZAD, parce que rentrer dans la ZAD, on est dans une logique de confrontation qui, à ce stade, ne nous paraît pas opportune. Maintenant, Bure, on est sur un cas un peu différent, puisque Bure, les personnes qui critiquent la mise en place du centre d'enfouissement des déchets ultimes sont installées chez elles. Elles ont acheté du foncier, elles ont acheté des propriétés, et elles ne sont pas, comme dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, dans des squats, elles sont chez elles, dans leur domicile. Donc là, la capacité juridique est quand même relativement plus limitée. Ceci dit, nous conduisons là aussi des enquêtes. Je pense notamment à l'incendie qui a eu lieu récemment dans un restaurant ou dans un hôtel, où là, évidemment, l'enquête se poursuit. Nous sommes d'ailleurs allés perquisitionner le 20 septembre les domiciles des intéressés, dans le cadre de cette enquête, mais encore d'autres, et on est en train d'exploiter toute la partie numérique et tous les ordinateurs qu'on a saisis. Donc là aussi, on poursuit le travail qui est celui qui consiste, encore une fois, à réprimer les infractions et à essayer d'en interpeller les auteurs et les déférer devant la justice. Monsieur le Président, l'externalisation du contrôle des radars me permet juste d'apporter à votre connaissance le fait que ce n'est pas le gendarme ou l'individu qui est dans la voiture qui constate l'infraction, c'est en réalité l'OPJ qui est à Rennes, au Cassir, qui valide l'infraction ou pas. En clair, le véhicule et le flash, c'est un outil de photo. Les informations numérisées sont prises sur le terrain et sont renvoyées par flux informatique au Cassir. Et au Cassir, des OPJ de police et de gendarmerie valident ou pas le message d'infraction. Le message d'infraction se transforme en avis de contravention uniquement par l'action d'un OPJ qui se trouve à Rennes et pas celui qui est sur la voiture, qui est dans la voiture. Si vous me demandez mon avis personnellement, je pense très sincèrement que remplacer des gendarmes et des policiers dans cette mission, qui est une mission uniquement de conduite, pour moi, en tout cas, ça me permettra de dégager des forces pour aller au contact et aller faire la sécurité au quotidien sur la profondeur du territoire. Très bien, merci. Alors André Valigny avait demandé... 45, je respecte. Je devrais m'arrêter, mais je veux bien suspendre quelques secondes. 10 secondes pour dire au général que ZAD, zone à défendre, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. En termes d'urbanisme, ça veut dire zone d'aménagement différé, mais là on parle de zone à défendre. Je peux vous dire qu'à Roibon, les gens sont là et ils occupent illégalement un terrain qui appartient à l'ONF et ça fait 4 ans que ça dure, jour et nuit, 12 mois sur 12. Très bien. Merci. Merci, mon général, de toutes ces explications. Simplement, petite rectification, ce n'est pas 40 000 gilets pare-balles, c'est 4 000. Hein. On me fait fort justement signaler. Je vais vérifier le chiffre avant de le confirmer, en fait. Voilà. Et il me semble que c'est plus que 4 000. Hein? Voilà. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et donc, je remercie le... Voilà, je remercie le colonel Bernard et le lieutenant-colonel Thomas qui vous accompagnaient. Voilà pour l'audition du général Richard Lisuré, le patron de la gendarmerie nationale qui s'est avant tout exprimé sur le budget 2018 lors de cette audition devant la commission des affaires étrangères et de la défense. Mais une audition, vous avez pu le voir, qui a également été percutée par l'actualité de l'affaire Maëlys, de la polémique naissante et de l'enquête qui a été
ouverte autour de fuites dans l'instruction, alors que le procureur de Grenoble estime que ces fuites dans l'enquête sont dues à certains gendarmes. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.